Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais à la cool. Comme vous le savez, c'est tous les mardis à midi et au programme, eh bien, des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits, le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant la pause déjeuner. Nous voici d'ailleurs déjà au 55e épisode. Qui l'eût cru, Audrey, lorsque nous avons lancé cette initiative pendant le deuxième confinement, nous voici à 55 épisodes. Donc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, Audrey. Aujourd'hui, nous n'avons pas Lindia qui ne peut pas se joindre avec nous, mais on lui fait un gros coucou. On pense très, très fort à elle. Et je vous présente Audrey dans un instant. En ce qui me concerne, je suis donc Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis de la licorne Ledger. Je suis également cofondateur avec Audrey ici présente, cofondateur pardon, avec Audrey ici présente du Fleet Network. C'est le réseau des juristes en start-up et dans la tech. On est aujourd'hui plus de 550 membres et on en est très très fiers. Et puis je suis aussi le cofondateur d'une alliance d'avocats qui s'appelle ENCO et on est présent en France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne. Et pour finir, pour ce qui me concerne plus personnellement, eh bien, je suis executive mentor. J'accompagne les directeurs juridiques, les équipes juridiques, mais pas seulement, parfois aussi des équipes qui n'ont rien à voir avec le juridique, et je les aide à développer leur leadership, leur positionnement dans l'entreprise, leur, comme on dit, savoir-être. Voilà. Alors, donc, je suis accompagné pour cette émission, eh bien, donc, de Audrey Deléris. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour les groupes du CAC 40, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, écoute, merci Pierre pour cette présentation. Je vais très bien, je suis toujours ravie de vous retrouver. Petite correction, c'est pas tous les mardis, Pierre. On a commencé en effet 2 fois par semaine, mais on a un petit peu espacé parce qu'on adorait vous retrouver, mais on avait aussi un autre travail du coup. Donc on a espacé, maintenant c'est un mardi, pardon, je me trompe, un mardi tous les 15 jours. On va y arriver, du coup. Pardon, un mardi tous les 15 jours, effectivement, j'ai tout faux. Mais c'est parce que j'ai tellement envie de vous retrouver à chaque fois que voilà, je m'y Moi perds. aussi. Bon, donc Audrey est au taquet, je suis au taquet et aujourd'hui, nous accueillons Guillaume de Saint-Cernin. Guillaume, comment vas-tu? Très bien, Pierre. Bonjour Audrey, bonjour Pierre, bonjour à tous. Ravi d'être ici, en pleine forme. Bon, bah super, super. Alors Guillaume, est-ce que tu peux déjà te présenter avant de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Bien sûr. Donc, je suis Guillaume de Saint-Cernin, avocat en droit social et associé au sein du cabinet BG2V. Donc, BG2V, c'est un cabinet d'une soixantaine d'avocats avec 15 associés, dont 2 associés en droit du travail, Marie Contant et moi-même, et on encadre une équipe de 10 avocats en droit social. Avant ça, j'ai rejoint ce cabinet en septembre 2011. Et avant ça, j'ai travaillé quelques années dans un cabinet américain à Paris, Latham & Watkins, et encore avant, un cabinet français, le cabinet Franklin. Et je suis ici donc depuis septembre 2011. Ok, ben écoute, merci Guillaume de participer à Legal Club Sandwich aujourd'hui et de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va traiter des do's et don'ts du licenciement, sujet comme ça qui peut paraître pas très rigolo, mais en tout cas qui peut tous vous toucher, que vous soyez côté employeur ou côté salarié. Et en fait, on a trouvé intéressant voilà, de se dire quels sont les petits trucs et astuces, les do's et don'ts que chaque partie doit avoir en tête, que ce soit que vous soyez côté employeur et amené à effectuer la difficile mission de procéder à un licenciement, ou bien que parce que la vie a ses aléas, vous soyez la personne concernée par un licenciement et vous êtes du coup côté salarié et du coup, voilà, que devez-vous faire? Alors, d'abord, la première chose que j'ai envie de te demander, Guillaume, c'est quel est le message que tu souhaites faire passer à nos invités aujourd'hui? Alors, une procédure de licenciement n'est de toute façon jamais anodine. Donc, le but, c'est d'être le mieux préparé possible pour aborder cette procédure en évitant les erreurs et en adoptant pardon, les bons réflexes. C'est très important. Ok, alors bah justement, puisqu'on parle des bons réflexes et des précautions à observer, avant le licenciement, il y a souvent une procédure avant qu'on arrive au licenciement en amont. Donc, quelles sont les précautions que tu recommandes d'observer en amont de cette procédure de licenciement, Guillaume?
Alors, quand on est d'abord côté employeur, on doit évidemment regarder l'existence de dispositions conventionnelles dans la convention collective. Est-ce qu'il y a une garantie d'emploi qui m'empêche de licencier un salarié ou en tout cas de l'envisager pendant telle ou telle période? Est-ce qu'il y a une commission que je dois consulter avant d'envisager ce licenciement? Donc, bien faire un état des lieux de l'environnement juridique dans lequel tout ça intervient. Ensuite, il y a des éléments de contexte plus particuliers et plus spécifiques à l'entreprise. Est-ce que le salarié dont j'envisage le licenciement est membre du CSE, par exemple? Ça paraît très évident, mais ça m'est arrivé par le passé d'accompagner des clients qui m'ont dit après, une fois que le licenciement avait été notifié, ah oui, mais en fait, il était membre du CSE. Et moi, je n'étais pas intervenu dans la procédure de licenciement, mais très en fin de process. Donc, c'est quelque chose qui n'avait pas été checké en amont. Et évidemment, ça change toute la procédure. Donc, bien penser à regarder ce contexte spécifique. Est-ce que le salarié a sollicité l'organisation d'élections professionnelles éventuellement, puisque dans ce cas-là, il acquiert une protection. Donc, s'attacher à tous ces petits détails qui, en fait, n'en sont pas. Et puis, ensuite, il faut récolter le maximum d'éléments qui nous amènent à devoir envisager un licenciement. Quelles sont les raisons? Est-ce que le salarié a eu un plan d'amélioration de la performance lorsque je suis dans une hypothèse de licenciement pour instance professionnelle? Est-ce que le salarié a reçu des bonus? Tous ces petits éléments aussi de contexte qui permettent de faire en sorte que cette procédure en amont se lance sur les bons rails, si je puis dire. Et côté salarié, en général, on sent un peu le vent tourner. Et donc, on se dit, il faut que je commence à préparer mon dossier. Donc, ne pas hésiter à envoyer des emails, à essayer de mettre des choses par écrit pour forcer, lorsqu'on est côté salarié, l'employeur à se démarquer à se découvrir un petit peu. Donc, c'est toutes ces choses auxquelles on doit penser très en amont. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement de regarder le contexte. On a souvent l'impression que le droit français est celui qui est le plus restrictif. Mais par exemple, je vais vous donner un petit truc. Si vous devez licencier quelqu'un en Allemagne, vérifiez que cette personne n'est pas le DPO, le Data Protection Officer. Parce que figurez-vous qu'en Allemagne, la personne qui est DPO, c'est l'équivalent d'un membre du CSE en France. Donc, il peut y avoir plein de choses à regarder. Là, évidemment, on se concentre sur le droit français, mais effectivement, pensez à tout ça. Et alors, l'exemple du bonus que tu vises, Guillaume, c'est toujours extraordinaire quand un manager demande à ce qu'on sorte un employé illico presto, alors qu'on lui a versé un bonus et qu'on l'a nommé top performer 2 semaines avant. Tout de suite, ça complique les choses. Exactement, Pierre. Merci. Oui. Et sur la phase préalable, du coup, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule concrètement, du coup, cet entretien préalable, que ce soit côté employeur et côté salarié, encore une fois? Bien sûr. Du coup, alors là on est au stade d'après, c'est-à-dire qu'on a décidé d'y aller. Donc, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Il peut venir assister ou pas assister. S'il vient assister, c'est quelqu'un d'entreprise ou pas en fonction de l'existence ou non d'un CSE dans l'entreprise. Mais on en est encore au stade préalable. Donc, à ce moment-là, aucune décision formellement n'est prise. Même si on sait tous qu'en général, à ce stade, on a déjà une idée très précise de ce que l'on veut faire. Néanmoins, juridiquement, la décision n'est pas encore prise. Et donc, côté employeur, on ne doit pas laisser considérer que la décision est prise. On présente les griefs lorsqu'on est sur un licenciement personnel. On présente les griefs, on écoute ce que le salarié a à dire, mais surtout, on emploie le conditionnel, puisqu'on est au stade du projet, au stade du licenciement qui est envisagé pour telle et telle raison, et donc on vous demande de vous expliquer sur tel et tel sujet. Mais la décision n'est pas encore prise. Comme elle n'est pas encore prise, ce n'est pas le lieu pour envisager une éventuelle transaction. Même si on sait qu'une transaction est quelque chose qu'on peut rechercher pour éviter les contentieux, et puis il faut parfois faire un effort pour aboutir à une solution transactionnelle, mais en tout cas, à ce moment-là, ce n'est pas le lieu de la transaction. Ce n'est pas le moment pour en parler, surtout si le salarié est accompagné d'un membre du CSE ou d'un autre salarié, puisque là, il y a une tierce personne. Donc, on reste sur le conditionnel, on ne parle pas de la transaction et on garde surtout la maîtrise du calendrier. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans une discussion sans fin sur voilà ce que je te reproche, voilà ce que tu peux me dire. Nous, en tant qu'employeur, notre souhait, c'est de garder cette maîtrise pour s'assurer qu'on ne part pas dans une discussion sans fin. Et puis ensuite, comme la décision n'est pas prise, on évite toute action qui laisserait à penser que tout est déjà fini.
Typiquement, et moi j'ai vu le cas plusieurs fois, on évite de couper les accès Slack juste après l'entretien préalable. On évite de désactiver tous les badges, les codes d'accès du salarié, sauf s'il est mis à pied. Mais s'il n'est pas mis à pied, on fait comme si le contrat se poursuivait, d'ailleurs il se poursuit encore, jusqu'au moment de la notification du licenciement. Donc à ce stade, vraiment, c'est important de conserver cette idée que rien n'est encore vraiment décidé. J'ai Côté une question, salarié, Guillaume, ouais, pardon, bien sûr. avant que tu enchaînes sur le côté salarié. Justement, et c'est très concret ce que tu nous dis, le côté on enlève justement l'accès à Slack, on coupe les accès messagerie, etc. À partir de quand on peut le faire justement? Parce que c'est vraiment des Ah, choses qui se font assez bien vite sûr, Audrey, normalement ouais, bien sûr. Bien dans la sûr. tête des employeurs. Ouais. Soit on est dans une procédure de licenciement qu'on envisage pour faute grave, et donc il y a une mise à pied à titre conservatoire qui est prononcée, et là, on peut suspendre ces accès, même si il faut prendre quelques précautions, mais classiquement, on considère que ces accès sont mis à disposition pour les besoins de l'activité professionnelle, et donc étant mis à pied, le contrat est suspendu, et donc l'activité professionnelle est suspendue, donc on peut suspendre ces accès. Et puis sinon, c'est lorsqu'on a pris la décision et qu'on a notifié le licenciement en fonction de est-ce qu'il y a une dispense de préavis ou pas. Donc, il y a plusieurs paramètres évidemment à prendre en considération, mais il ne faut pas le faire de manière trop prématurée. D'accord, merci. Et donc, côté salarié, cette phase de l'entretien préalable, c'est le moment où je vais m'expliquer. Je ne suis pas dans un motif économique, là, par hypothèse, mais c'est le moment où je vais m'expliquer sur ce que l'employeur me reproche ou pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait. Donc, je m'explique, je conteste, j'argumente, mais pas trop. Parce qu'en argumentant trop, je peux mettre en avant des points de faiblesse de la procédure, des points de faiblesse du dossier qui permettront ensuite éventuellement à l'employeur de rectifier le tir. Donc, je m'explique, mais pas trop. Voilà. Ouais, et ça, c'est important parce que je pense que tu vas en reparler tout à l'heure, mais évidemment, la lettre de licenciement va être cruciale et elle va contenir exactement ce sur quoi porte le licenciement. Donc, si effectivement, pendant l'entretien, et je sais que tu vas y revenir, mais pendant l'entretien, le salarié démonte un des arguments en montrant qu'il va facilement le démonter, du coup, ça n'aide pas. L'employeur va se dire, je vais peut-être pas rajouter cet argument dans la lettre parce Exactement. qu'il va te démonter hyper vite. Donc, il faut, c'est comme Maxwell qualité fit pour les vieux. C'est l'important, c'est de ne pas trop en rajouter, tout en contestant. Et j'imagine en finissant ce meeting en disant, de toute façon, globalement, je conteste ce licenciement. C'est à peu près la même phrase. Exactement. Exactement. Et donc, du côté de l'employeur, c'est quand même prendre note de ces contestations pour redresser un peu le tir s'il doit être redressé. Mais voilà. Donc, Voilà, c'est un échange qui est intéressant quand même. Voilà, donc c'est… Vas-y, Audrey. Pardon, est-ce que tu coupais, Pierre? Justement, là, tu disais donc il ne faut pas couper les accès Slack, il ne faut pas faire l'annonce publique. Qu'est-ce qui se passe si concrètement l'employeur en fait fait une annonce publique, malgré tout, malgré tes recommandations, ou s'il n'a pas écouté encore cette émission, justement, grave erreur, donc il faut rectifier maintenant, Ouais. les employeurs le sauront. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut rectifier justement quand il y a déjà eu en fait une annonce publique alors que le licenciement n'a pas encore été annoncé aux salariés? Alors, s'il y a une annonce publique, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est quelque chose qui est vu et su par tout le monde. Donc là, il faut faire machine arrière, trouver une manière d'expliquer que tout ça n'est qu'un projet et que rien n'est encore décidé et que c'est la tendance que les choses prennent mais que rien n'est figé. Si en revanche, il y a un Slack qui est suspendu, des accès Slack qui sont suspendus, c'est un peu moins problématique parce que il n'y a que la personne dont les accès ont été suspendus qui le voit. Alors après, effectivement, les autres voient qu'elle est dans les discussions, mais c'est moins évident. Et donc là, il faut simplement mettre en avant le fait que dans cette période un peu cruciale où on est en train de choisir la suite, on a mis de côté ces accès qui donnent accès à des sujets, à des informations stratégiques. Mais pour prendre une expression un peu triviale, s'il y a une annonce publique ou si les accès sont coupés, on rame un peu quand même. Donc, on va ramer, on sait ramer, mais il vaut mieux l'éviter. C'est ça, j'allais te dire que c'est le pire cauchemar, C'est ça. le pire cauchemar de l'avocat. L'annonce, le licenciement n'a pas été fait. Et d'ailleurs, tu l'as dit, je crois, mais utiliser le conditionnel dans toutes les conversations, le vocabulaire, enfin tout ça, c'est vraiment très très important à ce moment-là, quoi. Et vraiment, rien n'a été décidé. Ce qui d'ailleurs parfois a tendance à agacer d'expérience le salarié qui se dit non mais tout ceci est
est absurde, alors qu'on Bien sait sûr. très bien, mais voilà, il faut rappeler qu'il y a une procédure à suivre et qu'on on respecte les droits du salarié et les procédures légales. Alors, du coup, la décision, le meeting a eu lieu, l'entretien préalable a eu lieu, le salarié a pu s'expliquer, pas trop, mais quand même. Il a conclu, le meeting s'est terminé, chaque partie est partie, a quitté la salle. C'est quoi la prochaine étape? Il y a un moment, il va bien falloir faire une lettre de licenciement si on n'a pas été convaincu par les explications pendant l'entretien. Exactement. Voilà. Alors, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? tu finis l'entretien préalable, tu prends la décision, tu envoies la lettre de licenciement. C'est important et tu l'envoies en recommandé. C'est important d'avoir une lettre qui détaille le motif, puisque tu l'as un peu évoqué, Pierre, mais on a un principe juridique qui nous dit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. C'est-à-dire que si j'ai un contentieux post-licenciement, tout ce qui a été dit dans la lettre de licenciement pourra être développé, mais tout ce qui n'a pas été dit est perdu. Et donc, il faut faire l'effort d'être le plus précis possible, sachant que depuis les ordonnances Macron, qui datent maintenant de quelques années, on a quand même une faculté de compléter le motif à la demande du salarié. Mais le conseil que nous on donne, c'est d'avoir une lettre qui soit la plus précise possible lorsque c'est possible, parce que parfois on ne peut pas. Donc là, pareil, on brode un peu, mais si on peut éviter de broder, c'est mieux. Et donc, on a une lettre qui est très précise. Ensuite, on fait attention aux mots qu'on utilise, parce qu'il y a des licenciements dans lesquels on peut avoir une cause réelle et sérieuse suffisante, mais parce qu'on a mal rédigé le courrier de licenciement, on retombe dans un licenciement pour insuffisance professionnelle. Typiquement, et là, je prends l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique. Je licencie quelqu'un pour motif économique. Il faut que je parle du motif économique, des efforts de reclassement et de l'impact des raisons économiques sur le contrat de travail, suppression de poste notamment. Donc, je dois être précis dans le libellé de la lettre de licenciement pour éviter que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse. Par exemple, un salarié malade dont la maladie se prolonge, qu'elle désorganise toute l'entreprise et pas seulement le service dans lequel il est affecté et qui nécessite un remplacement définitif en CDI du salarié malade, là, il faut vraiment que je reprenne l'ensemble de ces éléments, la désorganisation, la nécessité de le remplacer de manière définitive. Sinon, pareil, mon licenciement ne tient pas la route. Donc, il faut vraiment que j'ai cette conscience de tout développer. Et puis, il y a des choses auxquelles il faut penser. Il y a une clause de non-concurrence. Est-ce que je la lève ou est-ce que je ne la lève pas? Si je la lève, j'y ai réfléchi en amont, évidemment. Si je la lève, c'est dans la lettre de licenciement souvent que je le précise. Et puis, si le salarié est dispensé d'activité pendant le préavis, donc il n'est pas en faute grave, il doit respecter un préavis, mais je décide de dispenser d'activité pendant le préavis, il faut garder à l'esprit que cette clause de non-concurrence débutera à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là que je dois payer la contrepartie si je veux qu'elle soit applicable. À défaut, j'ai un risque que le salarié soit délié de cette obligation de non-concurrence. C'est des sujets un peu techniques, mais sur lesquels il faut faire attention, parce que moi, j'ai été confronté à ce genre de sujets par le passé, des clients qui ont oublié de parler de ce sujet-là, et on se retrouve, enfin des clients, non pas des clients justement, des sociétés qui ont oublié de traiter ce sujet-là, et on se retrouve à devoir encore une fois ramer post-notification. Donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, si on est salarié, à quoi il faut penser? Pour les salariés, il y a cette petite procédure qui existe depuis maintenant 2017 dans laquelle on peut demander des précisions de motifs. Ça, on a 15 jours pour le faire. Ça, c'est important puisque si on ne le fait pas, si on ne demande pas de préciser les motifs et qu'ensuite on conteste, non pas parce qu'il n'y a pas de motifs, mais parce que les motifs sont imprécis, on bascule d'un potentiel licenciement sans cause réelle et sérieuse à un licenciement, à une procédure irrégulière qui donne droit à 1 mois de salaire maximum. Donc, on a vraiment un enjeu ici. Si on veut garder la faculté de contester le fond du licenciement, il faut vraiment demander une précision de motif. Et alors, si on envisage une négociation, qu'est-ce qu'on doit faire, que ce soit voilà, côté employeur et côté salarié, encore une fois? Alors, la négociation, c'est dans la majeure partie des cas une bonne idée, sauf si on a vraiment côté employeur un dossier qui est très fort et qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on peut en faire une affaire de principe, parce que le dossier est tellement fort qu'on n'a pas envie de négocier.
mais quand même, dans un certain nombre de cas, la négociation est intéressante parce qu'elle évite l'aléa judiciaire. Donc, aujourd'hui, on a un barème Macron qui fixe un maximum de dommages et intérêts en cas de licenciement sur cause réelle et sérieuse. Et donc, on sait qu'un bon accord, ça c'est vrai côté salarié et côté employeur, hein. Un bon accord, c'est quand on est à environ 70% de ce barème Macron. Au-delà, côté employeur, on se dit, bon, est-ce que je vais donner 80, 90, voire 100% du barème Macron, alors que c'est précisément ce à quoi je peux être condamné dans quelques années si je suis condamné. Donc, on se dit qu'au-delà de ce montant-là, il vaut mieux ne pas y aller et prendre le risque d'avoir un contentieux. Mais néanmoins, voilà, ce barème Macron sert de guide dans la négociation pour placer le curseur au-delà duquel il n'est pas intéressant de négocier. Et puis, on sait que côté salarié, il y a des leviers de négociation qui sont fréquemment utilisés, auxquels on doit se préparer côté employeur, qui sont des choses qui ont trait à la durée du travail, ou notamment dans le cadre des forfaits jours, ou du harcèlement moral, qui est une chose qu'on voit souvent revenir sur la table. Et donc ça, c'est des éléments, c'est des sujets de prudence auxquels l'employeur doit être, sur lesquels l'employeur doit être vigilant pour éviter toute remise en cause de l'exécution du contrat de travail et donc des dommages et intérêts qui seraient plus importants. Et là, c'est vraiment quelque chose que je veux dire aux directeurs juridiques qui arrivent dans des sociétés. Intéresser la direction à régler la question des contrats de travail et de la durée du temps de travail en mettant en place les bons donc les bons forfaits jours selon la convention collective applicable, mettre en place les comptes épargne-temps, les accords d'entreprise, etc. Souvent, c'est un sujet que beaucoup, plutôt dans les petites entreprises ou les startups, que les DG ne comprennent pas trop pourquoi c'est important de le faire et pourquoi mettre en place de tels mécanismes. Mais par contre, on s'en rend compte tout de suite de l'intérêt lorsqu'on commence à avoir des contentieux. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, au-delà du harcèlement moral, cette histoire du temps de travail est quelque chose qui revient tout le temps et qui permet de sortir du barème Macron. Et donc, du coup, qui donne, côté évidemment salarié, un avantage dans la négo qui est significatif s'il n'y a rien en place. Oui. Donc, voilà, il faut penser à ce problème en amont. On ne va pas régler le problème du temps de travail le jour où on a un contentieux. Exactement. Et on sait aussi que la jurisprudence est de plus en plus dure avec les employeurs sur la durée du travail. Donc, l'idée, c'est effectivement pas de régler le sujet de la durée du travail le jour du contentieux, mais c'est de se dire, à côté du barème Macron, quelles sont mes poches de risque côté employeur? Quelles sont mes poches de risque? Et la durée du travail en est un. Et donc, si on a un salarié qui est prêt à transiger à 80% du barème Macron sur un sujet qui va couvrir l'exécution et la rupture, et que l'on sait que sur l'exécution, notamment la durée du travail, on a des choses à risque, alors oui, il faut y aller. Il faut y aller, il faut négocier. Et puis après, dans la phase de négociation, c'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais on a des possibilités d'optimisation en faisant homologuer les accords par le procédé prud'homme, ce qui permet de gagner un peu, alors c'est plutôt côté salarié ça, de gagner un peu d'optimisation, un peu sur le délai de carence du Pôle emploi. Donc il y a des choses à aller chercher encore là-dessus. Et dis-moi, pour le préavis qu'on peut réduire, tu as dit que ça peut être à l'initiative effectivement de l'employeur qui décide de le réduire, mais dans ce cas-là, j'imagine qu'il doit être, il peut pas le réduire unilatéralement le préavis. Il peut le réduire, il peut dispenser le salaire du préavis, mais dans ces cas-là, il lui verse une indemnité compensatrice de préavis qui correspond au salaire qu'il aurait perçu jusqu'à la fin du préavis, effectivement. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, dans ce cas-là, il doit quand même le payer. Ouais. En revanche, si on imagine que le salarié licencié a retrouvé quelque chose tout de suite et veut partir le plus vite possible, il peut demander lui aussi une dispense de préavis, mais du coup, il ne sera pas forcément payé. Exactement. Et si elle est acceptée par l'employeur, cette dispense de préavis demandée par le salarié, le contrat est rompu à la date à laquelle l'employeur a accepté et il n'y a pas d'indemnité compensatrice à verser au profit du salarié. Donc, ça dépend vraiment effectivement de qui demande cette dispense de préavis. Et toutes ces demandes doivent être faites à chaque fois par écrit et par courrier avec accusé de réception, j'imagine. C'est mieux. C'est mieux parce que, par exemple, Audrey, nous, on a eu un cas pour un de mes clients où le salarié a demandé à être dispensé de préavis. On a accepté. On a eu un échange d'emails. Et quand il a réalisé qu'il n'aurait pas d'indemnité compensatrice, ça a été l'un des éléments de contestation en disant que, en fait, il n'avait pas vraiment être demandé à être dispensé de préavis,
mais il avait simplement demandé à être dispensé d'activité pendant le préavis, ce qui est un peu joué sur les mots. Et donc avec l'échange d'emails qu'on a eu, ce n'était pas des recommandés, mais les emails ont été suffisants. Avec l'échange d'emails qu'on a eu, on a pu démontrer qu'il y avait une volonté claire de sa part d'être libéré en amont. Et donc, nous avions accepté, on n'a pas eu d'indemnité à payer. Et dis-moi, je vois une question dans le chat, alors qui est un peu, si tu ne sais pas, n'hésite pas à dire que tu ne sais pas, Guillaume, mais il y a le fameux article 15 du RGPD, le droit d'accès, qui est une nouvelle arme que j'ai vu utilisée plusieurs fois par des salariés. Comment est-ce que tu recommandes un petit peu de gérer cette situation quand tu te retrouves avec un salarié qui demande d'avoir accès à l'ensemble des emails, des notes manuscrites, toutes les conversations qui le mentionnent, que ce soit sur Slack, par email ou que sais-je. Et donc, c'est un cauchemar absolu pour le salarié. C'est finalement aussi une façon un peu détournée de négocier, j'imagine. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là ou pas encore? Oui, alors, on a été confronté à ce cas-là, mais je reconnais très humblement que je ne me souviens plus comment est-ce qu'on a géré le sujet. Je l'ai fait avec mon associé en pays. Ça me surprend pas. C'est toujours un cauchemar. Nous, on l'a connu chez Yahoo. Et au final, ça remonte de bien longtemps, mais au final, effectivement, on a transigé parce que on savait juste pas gérer ce truc. Et c'est très compliqué parce que le scope est effectivement excessivement large. Oui. Et s'il y en a qui ont des retours d'expérience, n'hésitez pas à en parler dans le chat, mais c'est effectivement… Et ce qu'on voit, Pierre, pour répondre un peu, pour poursuivre un peu dans ce que tu dis, ce qu'on voit, c'est… alors, on a été confronté 2 fois au cabinet et pour l'instant, on n'a pas été condamné, mais des salariés qui, devant le bureau de conciliation, donc qui est la première stade de la procédure prud'homale, font des demandes professionnelles de communication sur ce fondement-là. Donc, on a été confronté à ça, on y a échappé. Je ne me souviens plus, franchement, par quel biais on a répondu, mais oui, en tout cas, on voit que c'est un début de contentieux aussi sur ce terrain-là pour mettre la pression et avoir un peu plus de poids dans la négociation. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était le moment des chroniques peut-être, parce qu'il y a plein de questions, Guillaume, qu'on va te poser après les chroniques, mais on va te laisser les jeter un œil dans le chat pendant que nous-mêmes allons vous faire des chroniques. Et on va commencer avec Audrey. Je prends du temps pour aller sur son jingle, voilà. Et donc, voici la chronique d'Audrey du jour. C'est à toi, jingle. Get the fever. Merci Pierre pour la leçon de ce jingle. Aujourd'hui, ma chronique, elle est pleine de promesses. Comment être dans le meilleur état d'esprit avant et pendant un entretien d'embauche. Et pour ce faire, je vais vous parler de ma cousine. Ma cousine, à 3 semaines, elle m'a envoyé un message pour me demander des conseils en prévision de plusieurs entretiens qui venaient d'être fixés. Ma cousine n'est pas du tout juriste ni avocate, mais je vais quand même donner les mêmes conseils en fait que je vous donne à vous, tous les professionnels du droit que je rencontre tous les jours en entretien depuis bientôt 15 ans. Donc j'espère qu'ils vous seront utiles aussi, qui nous regardez aujourd'hui, qui nous écoutez, que vous soyez ou non dans le domaine juridique. Donc voici mes réponses à ces questions. J'ai repris tous nos échanges de SMS, donc vous allez voir, c'était très concret. Donc première question qu'elle m'a posée, c'est « Nous sommes plusieurs candidats rencontrés, comment puis-je faire la différence ?» Et donc là, c'est ce que je lui ai répondu, en étant toi-même. Parce que ne cherche pas à être une autre personne, car c'est avec toi qu'ils vont travailler ensuite, pas avec l'image que tu leur auras donnée. Montre que tu souhaites vraiment le poste et que tu es motivé, en étant sincère et en montrant que tu es professionnel et investi, et surtout, n'en fais pas trop, s'il te plaît. C'est vraiment, je l'ai prié de vraiment pas en faire trop. Donc, elle a répondu, comment ne pas en faire trop, justement. Donc là, voilà ce que je lui ai répondu. Ne pas en faire trop, c'est dire qu'on sait tout faire, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est beaucoup en faire trop. Et je vous assure que beaucoup de gens le font avec beaucoup d'assurance. Et c'est un petit peu énervant quand on est recruteur. Donc, par exemple, les juristes ne peuvent pas être compétents en toutes les matières. C'est impossible. Vous voyez, preuve en est avec Guillaume, pour le coup, qui est expert du droit du travail et droit social. J'imagine qu'il y a d'autres matières où, Guillaume, tu n'es pas tout à fait à l'aise. L'exemple est très concret. Tu as fait appel pour l'exemple que tu nous as donné à ton acolyte du coup côté données personnelles. C'est aussi être ça, c'est être sincère, c'est ne pas en fait vendre monts et merveilles quand on ne sait pas tout faire, parce que c'est impossible de tout savoir faire. Donc, quand on se présente à un recruteur, c'est un savant mélange entre montrer ce qu'on sait faire avec des exemples et se montrer honnête sur ce qu'on ne sait pas encore faire, mais qu'on est prêt à apprendre.
il faut se montrer rassurant. Autre conseil que j'aime bien donner et aussi que j'ai donné donc à ma cousine, utilisez plutôt le «j'ai envie» plutôt que «ça ne me dérange pas». Je vous assure que les gens qui me disent: «Bah, le corporate, ça ne me dérange pas», par exemple, bah, moi, ça m'énerve un petit peu parce que, voilà, je m'en fiche un petit peu de savoir ce qui vous dérange pas. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous savez faire et donc conseil que j'ai donné aussi, c'est plutôt le «j'ai envie», ça rend le discours beaucoup plus motivant et percutant. Petit conseil aussi que je lui ai donné quand elle m'a posé la question le jour J: «Que dois-je préparer?» Donc là, ça paraît très basique, mais je vous assure que, voilà, c'est un conseil que je donne même à des profils expérimentés. On se prépare une petite pochette avec son CV imprimé, on amène ses documents, ses diplômes, ses bilans de stage. Alors les stages, peut-être pas nécessaires quand on a 25 ans d'expérience, mais en tout cas ses certificats de travail, s'il y en a et préparer 2 ou 3 référents avec les coordonnées déjà préparées. Un bloc-notes aussi, ça paraît vraiment tout bête, mais le nombre de candidats que je vois arriver les mains dans les poches, c'est un petit peu, agaçant parce qu'un entretien, ça se prépare aussi par le côté un peu, logistique pour le coup. On amène son bloc-notes avec ses questions déjà préparées parce qu'il faut toujours avoir des questions pour un recruteur et puis le bloc-notes, ça sert aussi à noter les réponses. Ça paraît tout bête, mais je vous assure que c'est, très bien. Ça vaut le coup aussi quand vous êtes directeur juridique, hein, ou sur un poste de direction, on n'arrive pas les mains dans les poches. Ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ensuite, ma cousine m'a dit, pour le coup, c'est vraiment vrai, hein, ça c'est vraiment, la discussion qu'on a eue. Elle m'a dit: «Je suis vraiment très stressée et ce poste, je le veux vraiment. Donc c'est normal d'être stressée avant un entretien. Voici mes 3 astuces pour être dans le meilleur état d'esprit et réussir au mieux son entretien». Premier point, et ça je crois que j'en ai déjà parlé, c'est que vous avez de la chance, en fait, d'avoir un entretien, car vous avez été choisie parmi des dizaines, voire des centaines, en fait, de CV. Donc la première étape, en fait, de ce premier entretien, c'est une grande chance. Donc déjà, en avoir conscience et c'est vraiment important. Deuxième chose, c'est que vous êtes la meilleure personne pour parler de vous, car vous êtes le seul vraiment à vraiment connaître votre parcours, et savoir ce qui vous anime. Et l'entretien, c'est une occasion de prendre du recul sur ses réalisations et ce vers quoi on se projette. Et troisième conseil que j'aime bien donner aussi, c'est penser à passer à bon moment. Parce qu'en entretien, on se dit: «Ça va être horrible, je vais le subir». Il ne faut surtout pas subir un entretien. Il faut être acteur de l'entretien pour le coup, de relever au maximum l'entretien et penser aussi à passer un bon moment. Même si c'est complètement abstrait et parfois, difficile d'y penser. Mais un entretien, c'est aussi un moment privilégié d'expliquer en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, donc il faut vraiment en profiter. Donc j'espère que ces conseils vous aideront autant qu'ils ont aidé ma cousine, puisque vous vous demandez sans doute comment s'est passé son entretien et je suis heureuse de vous apprendre pour le coup qu'elle a réussi. Elle a décroché ce CDI dont elle rêvait. Elle commence jeudi prochain. Elle ne sait pas encore que je fais cette chronique sur elle et donc je vais lui empresser de lui envoyer le replay. Donc je souhaite, du coup féliciter ma cousine, lui souhaiter une bonne première journée jeudi pour son CDI qui n'a rien à voir avec le domaine du droit et une grande pensée à tous ceux, voilà, qui sont en train de passer des entretiens, qui attendent des réponses. Je croise très fort les doigts pour vous. Voilà. À toi Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et on fait un coucou à la cousine. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Aurore. Un grand coucou à Aurore. Formidable prénom qui est aussi celui de la princesse dans La Belle au Bois dormant. Voilà, évidemment. Il fallait absolument que je mentionne cela. Et je balance sur ce mon jingle. À tout de suite. We do. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais tout simplement vous parler de ce qu'il faut penser à faire lorsque vous recevez une assignation. Voilà, vous êtes à la direction juridique et boum, une assignation qui tombe. Eh bien, je voulais vous donner 10 conseils à la fois d'un point de vue technique et en leadership sur comment réagir. Alors, bon, le premier point, c'est une évidence, analysez attentivement cette assignation, comprenez chaque détail, comprenez la nature de la plainte, vérifiez la date limite de réponse, le tribunal compétent, les motifs invoqués contre votre société, essayez d'analyser rapidement comme ça les éléments factuels et juridiques qui sont présents dans cette assignation afin de commencer à élaborer une stratégie de défense appropriée. Ça, c'est le point de vue technique. Et puis, je vous dirai à chaque fois d'un point de vue leadership, en plus de cette étude, eh bien, adoptez une étude calme et posée. Prenez du recul pour évaluer la situation, évitez de réagir impulsivement, restez calme. Je donne toujours l'analogie que le directeur juridique est le capitaine du bateau qui est pris dans une tempête et les vagues font 3 mètres de haut et tout le monde court dans tous les sens. Si le directeur juridique panique, tout le monde panique. Donc, vous tenez la barre, tiens bon la barre et tiens bon le vent, ICO, on est calme face à une assignation comme ça, votre CEO le sera aussi. Deuxième conseil, informez votre équipe. Dès que vous recevez l'assignation,
Informez immédiatement les membres clés de votre équipe, que ce soit votre équipe interne ou externe étant nos camarades avocats, mais ça peut aussi être d'autres membres de la société, le directeur financier, le directeur des ressources humaines, ou toute partie prenante qui doit être au courant. Et notamment au directeur financier, pensez à lui dire de provisionner les coûts immédiatement. Et lorsque vous informez d'un point de vue leadership votre équipe de l'assignation, pensez à communiquer de manière transparente, ouverte, soyez empathique, utilisez des termes que tout le monde comprend afin de vraiment embarquer tout le monde dans le projet. Troisièmement, sélectionnez un avocat compétent. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que bien engager un avocat spécialisé est crucial pour vous assurer une défense solide. Si vous êtes dans une petite société, on a peut-être eu cet avocat extraordinaire qui est un couteau suisse qu'on a eu pendant des années. Mais si l'assignation porte sur, je ne sais pas moi, des questions de BSPCE ou d'equity, des trucs ultra spécialisés, évidemment, aller chercher le bon avocat tout en gardant des bonnes relations avec celui que vous aviez. Il est évident qu'il faut choisir le bon. Le cas échéant, si vous avez le temps, faites ce qu'on appelle une beauty parade, rencontrez 2-3 cabinets, peut-être un gros, peut-être un moyen, un boutique, un plus petit, mais en tout cas, faites-vous une idée parce que si surtout l'assignation est cruciale pour la société, il faudra que vraiment vous ne vous trompiez pas par rapport à l'avocat que vous présentez à votre CEO. Et prenez un avocat qui a de bonnes communications et une bonne gestion des relations professionnelles, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, voire avec d'autres avocats, qui est capable d'expliquer les choses clairement à vos business guys, qui est capable de parler, comme on dirait en anglais, en plain English, c'est-à-dire pas en utilisant des mots très compliqués. Il faut que votre CEO soit en mesure de le comprendre aisément et que donc votre avocat sache le rassurer et lui parler avec des termes qu'il comprend. Quatrième conseil, rassembler les éléments de preuve. Ça peut inclure des documents, bien sûr, des contrats, des courriers électroniques, tout support qui peut étayer votre défense. Organisez-les de manière systématique, ça facilitera le travail de tout le monde. On adore Google Drive ou Teams ou en tout cas un outil de stockage auquel votre avocat a accès. Impliquez tous les départements. Et puis, faites ça de manière organisée. Si ce n'est pas votre force, cherchez quelqu'un dans votre équipe qui est organisé et va vous aider à préparer ça. Ça fera gagner un temps fou à tout le monde. Évaluez les risques, 5e conseil, en collaboration avec votre avocat. Faites le point, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? On en a parlé avec Guillaume tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'arrêter et communiquer aux execs la stratégie? Et peut-être une stratégie, c'est de transiger parce qu'on va s'enflammer, on va vouloir partir à la bataille. Mais finalement, ça va coûter très cher en temps, en interne, en frais d'avocat, alors qu'une bonne transaction vaut souvent mieux qu'un mauvais procès. Donc, envisagez aussi, bien évidemment, les implications commerciales, l'impact potentiel sur votre équipe. Et parfois, c'est une problématique en termes d'image. Il ne faut pas y aller parce que d'un point de vue image, ça va être terrible. 6, prévenez la direction, informez le CEO dès que vous êtes au courant, bien évidemment, selon les enjeux, pas de tous les procès. Et encore une fois, soyez clair, concis, objectif lorsque vous parlez. Faites preuve de confiance, de présence, montrez que vous gérez la situation. Ne la dramatisez pas. J'ai beau être moi-même une drama queen, je peux vous assurer qu'on ne dramatise pas les situations. On est en contrôle. Numéro 7, former une équipe de gestion du contentieux. Ça peut être des avocats spécialisés, des membres de l'équipe finance, des membres de l'équipe du business, des experts parfois auprès de la cour d'appel, le cas échéant, des professionnels dont vous pouvez avoir besoin, des huissiers, que sais-je. Parfois même, demander une consultation à un professeur de droit. Nous l'avons déjà fait dans des affaires. Ça peut être extrêmement utile. Simplement, assurez-vous que chaque membre connaît bien évidemment le rôle qu'il a à jouer et sa responsabilité. Et puis, bien évidemment, dans cette équipe, favorisez, d'un point de vue leadership, l'inclusion de chaque membre. Soyez capable de déléguer, valoriser les compétences de chacun. Je fais attention à l'heure, Audrey, je sais. Numéro 8, les responsabilités. Donc, c'est très important dans une équipe. Chacun a des rôles et des responsabilités et très important, utiliser au besoin la formule rapide pour savoir qui est le decision maker. Il y a un moment, il n'y en a pas 12, il y en a un et qui décidera si on arrête, si on transige, si on continue, etc. C'est très important aussi lorsque vous définissez les rôles de bien penser aux forces de chacun, aux compétences de chacun pour que chacun soit à même d'aider dans ce contentieux le mieux possible. Conseil numéro 9, je viens de vous le dire, mais je le redis, qui est le décideur? C'est très, très important et ça sera la décision de prise rapide. Donc, vraiment, pensez-y. Numéro 10 et dernier, respectez les délais, les procédures en droit français, c'est assez crucial. Donc, bien assurez-vous de bien les noter sur votre agenda.
Méfiez-vous des avocats qui attendent 2 jours avant pour vous envoyer les conclusions à revoir, parce que voilà, pour eux, dans leur organisation, c'est suffisant, mais vous ne l'avez pas eu le temps. Donc, faites du clear contract avec vos avocats que vous voulez les conclusions 1 semaine, 10 jours avant et ne pas avoir les regarder là comme ça rapidement en 24 heures. Donc, n'acceptez pas les coups de rush de dernière minute. Vous êtes in control, c'est vous le chauffeur de toute cette équipe et n'oubliez jamais ce rôle crucial que vous avez à jouer lorsque vous devez gérer une assignation. Voilà, j'en ai fini. Audrey, on va pouvoir passer aux questions. Alors, on a une première question, il y en a plusieurs déjà, donc n'hésitez pas si vous en avez encore. Donc, Guillaume, on te redonne la parole. Du coup, on a une question de Lisa, qui a une question très pratique pour toi. Qui prend des notes pendant l'entretien préalable pour pouvoir restituer justement l'entretien? Alors, il n'y a pas de procès verbal qui est normalement préparé à la suite de l'entretien préalable. Il est d'usage que le salarié, s'il vient accompagner, la personne qui l'accompagne prenne des notes justement pour qu'on puisse avoir un état de ce qui s'est dit, mais il n'y a pas de PV en tant que tel de l'entretien préalable. Si effectivement le conseiller du salarié, la personne qui assiste le salarié prend des notes, il est bon que côté employeur, il y ait quelqu'un qui en prenne aussi pour qu'on ait une vision un peu contradictoire de ce qui s'est vraiment dit. Mais il n'y a pas en soi de procès verbal établi. Ok. Autre question aussi, pardon, j'ai perdu la question parce qu'il y en a beaucoup. Pour le coup, Franck qui aimerait te poser une autre question. Est-ce que la validité de ce barème Macron n'est plus mise en cause devant les juridictions désormais? Je crois que tu as déjà un petit peu répondu à la question. Alors, ouais, c'est une bonne question. Maintenant, on sait, la Cour de cassation s'est prononcée, on sait que le barème Macron a été jugé conforme. Donc, il n'y a plus tellement de débat. On voit encore quelques conseils de prud'homme qui tentent de résister, mais en l'état, on peut dire que le barème Macron ne sera plus mis en cause, quoi. Ok. Alors, on a une question de Bénédicte qui nous dit le fait que le salarié ait eu un bonus, une promotion peu avant, hein, comme dans l'exemple qu'on avait visé, je pense que ça parlait à tout le monde. Est-ce que c'est pas rédhibitoire avec une procédure de licenciement, sauf circonstances particulièrement extraordinaires prouvant un revirement soudain et total du salarié? Comment est-ce que, voilà, concrètement, on gère ce genre de situation? Alors, encore une fois, par hypothèse, ici, on est dans un licenciement pour assistance professionnelle. Donc, effectivement, on n'est pas content, on n'est pas satisfait du salarié pour une raison ou pour une autre. Et c'est dans cette hypothèse-là où la promotion juste avant ou le bonus juste avant peuvent poser problème. Mais ce n'est pas rédhibitoire. En réalité, il y a très peu de choses rédhibitoires face à une procédure de licenciement. Le tout est une mesure de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un salarié qui a eu un bonus, une promotion, et puis pour une raison X ou Y, on est moins satisfait ou on a besoin de le voir partir, ce qui est parfois le cas. Et donc, on sait que le bonus perçu avant ou la promotion accordée vont être des points de faiblesse, mais c'est une mesure de risque. C'est une mesure de risque. On sait que si jamais, avec ce barème Macron dont on vient de parler, on sait que si jamais je suis condamné par les prud'hommes, ça va me coûter tant. Si le CEO dont parlait Pierre tout à l'heure me dit pour une raison ou pour une autre, je veux rompre ce contrat de travail-là, il ne faut pas que ce soit discriminatoire, évidemment, bien évidemment. Mais donc, il faut qu'il y ait un minimum de raison pour ça. Mais s'il me dit ça, il faut que je mesure le risque que je prends par rapport à l'intérêt business dans sa vision à lui de se séparer malheureusement de tel ou tel salarié. Donc, rien n'est rédhibitoire. Merci pour ta réponse, Guillaume. Et Alexandre, du coup, a une question. En droit du travail, il faut tout envoyer par lettre recommandée accusé de réception ou remise en main propre avec décharge, bien sûr. Est-ce qu'il y a un quelconque risque à envoyer ces courriers par accusé de réception électronique avec par conséquent une signature scannée? Alors, on le fait dans certaines circonstances parce qu'on est pris par le temps, parce que le courrier devait partir ce vendredi et puis que les 18h30 et que le courrier n'est pas encore parti. Donc là, on fait forcément un envoi électronique. Donc, on le fait. Il y a des risques parce que le droit du travail, ce n'est pas encore remis totalement à l'épreuve numérique. Donc, il y a des choses auxquelles le droit du travail n'est pas prêt. Mais on voit néanmoins que les choses évoluent. Donc, c'est mieux si on évite de le faire, mais en réalité, on le fait et ça commence à être de plus en plus accepté. Voilà. Si on fait une transaction, par exemple,
DocuSign, ça passe, ça marche, on le fait. Donc on s'adapte progressivement. Ok. Il y a une autre question d'Alexandre, qui aimerait te poser cette question. Donc, quelles sont les règles à respecter pour annoncer le départ d'un salarié aux autres membres du personnel après une procédure de licenciement? Et il te remercie aussi pour le programme très intéressant. Et lui, il est juriste unique, il découvre le droit du travail depuis quelques mois. Donc, c'est pour cette raison que tes questions et tes réponses surtout sont très précieuses. Et il a suivi tes conseils, Audrey, avant même ta chronique. Donc, bravo, Alexandre. Et non, mais donc, Exactement. l'annonce, alors, une fois que la décision est prise, qu'on a envoyé la lettre de licenciement, on n'a plus de précautions à prendre sur le fait que ça n'est plus un projet ou plus, parce que ça n'est plus un projet à ce moment-là. Donc, on a décidé, on a mis en œuvre. Donc, on peut l'annoncer. La prudence, c'est le ton utilisé, les raisons invoquées, puisqu'il ne faut pas que ça soit agressif, discriminant, il ne faut pas que ça soit injurieux, et il ne faut pas invoquer d'autres choses que ce qui ont été réellement invoquées lors de l'entretien préalable. Donc, si on n'a pas d'accord, ça c'est important, hein, si on n'a pas d'accord, on reste vraiment collé aux faits, on n'en dit pas trop, et ça ne sert à rien de donner le bâton pour se faire battre. En revanche, si on a un accord, on voit souvent que l'une des préoccupations du salarié dans l'accord, c'est la communication. Qu'est-ce qui va être dit en interne? Qu'est-ce qui va être dit en externe lorsque des chasseurs de tête appellent? Qu'est-ce qui va être dit lors de prise de référence? Donc, c'est aussi un vrai sujet de négociation, cette communication autour du départ. Et je crois qu'on a posé toutes les questions, Audrey, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci pour toutes tes réponses, Guillaume. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot avant qu'on annonce l'émission dans 15 jours, Guillaume? Oui, alors c'est un peu ce que disait Pierre, hein, tout à l'heure, quand on envisage une procédure de licenciement, il faut bien se préparer, il faut être transparent, il faut bien s'entourer, prendre les bons conseils, parce que on nous demande souvent, côté DRH ou côté direction juridique, de mettre fin à tel ou tel contrat pour plein de raisons qui sont probablement bonnes. Mais voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, ça se prépare et il faut prendre le temps de mener la bonne procédure. Eh bien, merci Guillaume. Et vraiment super sympa d'avoir pris le temps. Et on trouvait très amusant avec Audrey que tu fasses l'exercice de te dire si je suis salarié ou si je suis employeur, voilà comment je dois m'y prendre. Donc, j'espère que voilà, ce sont des trucs et astuces qui vous auront tous intéressés. Vous retrouverez dans le chat à la fois le lien LinkedIn pour contacter Guillaume ainsi que ton mail que je viens de mettre si d'aventure vous avez des follow-up questions ou que justement dans le cas d'une assignation et d'une beauty parade, vous voulez questionner Guillaume pour un nouvel avocat en droit social. Tu vois, tu n'as pas le droit de faire de la pub, mais moi, je peux pour nos amis qui participent de manière sympathique à Legal Club Sandwich. Audrey, qu'est-ce qui se passe dans 15 jours? Dans 15 jours, on sera mardi 13 juin et toujours à midi pétante. Nous allons recevoir non pas un invité, mais 2 invités. Du Cercle Montesquieu, nous aurons Martial Houle, qui est l'actuel président du Cercle Montesquieu, et Laure Lavorel, présidente d'honneur. Et on se demandera si le juriste est une exception à la française. Donc, hâte de vous retrouver dans 2 semaines, toujours à midi, en compagnie de Pierre et Lydia, du coup. Et un grand merci à toi, Guillaume, pour le temps que tu nous as accordé et à nos invités, participants, et toutes tes réponses, du coup. Ouais, merci Guillaume. J'espère que ça va, ça t'a plu? Super, à refaire comme vous voulez. Génial. Avec plaisir. C'est super. Guillaume déjà fait plein, pour ceux qui sont dans Fleet Network, vous le reconnaissez puisque il fait déjà plein de formations en droit social pour les membres du Fleet Network. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de balancer le jingle, 12h49. On vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Au revoir.